Bonjour, tu as une idée en tête, peut-être même un besoin utilisateur identifié. Mais comment tu transformes tout ça en prototype testable sans partir dans tous les sens ni dépenser un seul jour de développement? C'est exactement ça que l'on va voir aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de la série Dès l'idée au lancement, ta roadmap concrète pour transformer tes intuitions en produits qui marchent. Et comme d'habitude, tu es bien entendu sur la chaîne Delivery à la chaîne où on parle de tout, prototypage, UX, produits, gestion de projet sans bullshit. Si le sujet t'intéresse, pense à liker la vidéo, à ajouter un petit commentaire. Vous savez que la croissance organique de la chaîne dépend aussi et surtout de votre engagement. Abonne-toi et active la cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble des méthodes pour mieux concevoir, comme le design thinking ou le double diamant, mais on va aussi s'attarder matériellement sur comment construire une maquette, les outils, la façon de faire et l'animation pour un rendu vraiment réaliste. Il faut d'abord comprendre pour mieux concevoir. Avant même de sortir ton crayon ou d'ouvrir Figma, il y a un truc fondamental à faire. Comprendre vraiment le besoin utilisateur. On l'a vu dans les vidéos précédentes que je vous invite à consulter. Dans cette série, on a donc déjà évoqué un parcours qui nous mène de l'idée à sa réalisation. Et dans la phase de prototypage, on est quelque part au milieu de tout ça. C'est la phase où on passe d'un besoin à la recherche d'une solution. On peut évoquer déjà la méthode Design Thinking, qu'un certain nombre d'entre vous doivent déjà connaître. Elle se compose de 5 étapes: empathie, définition, idéation, prototypage et test. Elle consiste en un mini-cycle dans lequel une équipe pluridisciplinaire travaille ensemble, d'habitude dans un mini-sprint de 5 jours, et dont le but c'est de découvrir un besoin utilisateur, d'y apporter une solution avec un prototype, le tester et puis le valider. Le second canevas que je vous propose, c'est le double diamant. Tu veux exposer tes idées sans t'éparpiller? Le double diamant est fait pour toi. En effet, c'est un chemin visuel qui indique 4 grandes phases de ton chemin. À gauche, on a les problèmes à résoudre et à droite, on a les solutions à apporter. Dans la première partie, on va s'immerger dans le quotidien des utilisateurs. On va entrer dans leur quotidien et regarder toutes les causes possibles du problème. Dans la deuxième partie, on va définir le problème. On referme donc notre focus et on fige la problématique. Dans la troisième partie, on va entrer en recherche de solutions. On ouvre notre focus et on recherche dans le champ des possibles toutes les solutions envisageables. Dans la quatrième partie, enfin, on affine la solution qui nous semble la plus prometteuse. On referme donc notre focus sur une seule solution et on l'amène à bout. Ce système s'applique donc à une seule problématique. Elle nous permet de l'analyser à partir de données réelles ou d'une immersion directement dans la vie des utilisateurs et à trouver une solution sans rien laisser de côté. Mais à mon avis, on peut même aller plus loin et parler de quadruple diamant. Parce que sincèrement, j'observe aussi une phase d'ouverture du focus sur la récolte du besoin où on va vraiment sonder tous les besoins côté utilisateur. Et ensuite, on referme le focus en priorisant seulement celles qui sont les plus importantes. Il y a aussi un diamant après, en phase de développement, en effet, mais ça se passe plus côté développeur. Ils vont aussi ouvrir le focus sur toutes les façons possibles de réaliser la solution. Et après, quand ils ont pris un choix, ils referment autour d'une seule façon de faire. Ils développent et ils livrent. Le canevas Linux nous apprend à fail fast but learn faster. Et donc ça veut dire simplement essayer nos solutions le plus tôt possible avec des prototypes afin de s'apercevoir ceux qui font l'affaire et ceux qui doivent être retravaillés. Au besoin, on reviendra sur ces méthodes ou sur ces canevas dans des épisodes spécifiques. Ici, je les mentionne juste pour vous donner une base de réflexion. Mais toutes ces méthodes ne sont pas que des gadgets. Elles t'aident à passer d'une intuition à une vraie problématique bien formulée. Et c'est cette clarté qui va te guider dans la constitution de ton prototype. Maintenant qu'on a bien posé les bases, on va voir comment passer du besoin concret à une solution concrète, avec des outils simples pour donner forme à tes idées. Idéation guidée par le besoin. Une fois le vrai besoin utilisateur cerné, on peut commencer donc à chercher des solutions. Mais il ne faut pas foncer sur une soi-disant bonne idée. Ce que l'on veut, c'est diverger, explorer, trier et seulement ensuite converger vers un concept solide. Et donc on commence par ouvrir les vannes avec des ateliers de brainstorming, Crazy 8, brainwriting. Peu importe la méthode, l'objectif est d'obtenir le plus d'idées possible sans juger. Même dans les idées les plus farfelues, ils peuvent se déceler
des éléments valables. Si jamais tu es seul sur ton projet, tu peux te faire des courtes sessions de brainstorming ou alors les récents outils d'IA se révèlent vraiment être un game changer pour brainstormer. Une fois qu'on a accumulé assez d'idées, il faut maintenant faire les tri. Et la bonne nouvelle, c'est que même dans les solutions, on peut faire une petite matrice impact-effort. Donc pour chaque solution, identifier à quel point elle résoudrait un certain problème utilisateur et quels seraient les forces techniques pour la réaliser. Et si jamais une solution te semble floue, si elle a une forte valeur, tu peux encore un peu plus la creuser. Autrement, vaut mieux l'abandonner. Maintenant, il faut transformer ton idée en une hypothèse claire. Si on crée cette fonctionnalité, alors ce persona pourra résoudre ce problème. Par exemple, si on permet aux étudiants de matcher instantanément avec un job grâce à la géolocalisation, ils postuleront plus souvent. On a une idée, on l'a cadrée. Maintenant, on va passer à sa matérialisation. Et tu n'as pas besoin d'être designer pour ça. On va voir comment créer un premier visuel testable rapidement, du papier au prototype interactif. Du croquis à la maquette, structurer visuellement une idée. Effectivement, la première partie est aussi celle plus naturelle. Faire une petite esquisse sur un papier, déjà pour se comprendre entre collègues ou juste pour poser une base. Ça n'a pas besoin d'être beau, juste fonctionnel. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Ça t'oblige déjà à penser au parcours plutôt qu'à t'attarder sur des détails visuels. D'ailleurs, petit aparté, quand il n'y avait pas les outils graphiques, déjà on faisait des prototypes d'applications, que ce soit web ou mobile, directement sur papier. On faisait comme des ateliers de découpage où on découpait des écrans, on découpait des boutons pour pouvoir les positionner dans différents endroits de l'interface. On réalisait donc un parcours utilisateur uniquement avec du papier. Pour être sincère, j'ai à peine vécu cette étape. Après, il y a eu très rapidement des outils qui nous permettent de le faire de façon digitale, il ne serait-ce qu'avec PowerPoint. La deuxième étape, c'est donc le wireframe. Il faut donner donc une structure. Le wireframe, c'est des simples lignes et formes accouchées sur un canvas. Dans cette étape aussi, on ne s'attarde pas sur l'identité visuelle. Et ensuite, dans l'étape 3, on scénarise tout ça. Les différents wireframes doivent prendre la forme d'un parcours utilisateur appelé storyboard qui permet de raconter toute l'histoire utilisateur, son parcours, du point de départ jusqu'à la résolution de son besoin. Le storyboard a une importance immense, il ne serait-ce que dans le storytelling en interne pour fédérer toutes les parties prenantes du projet sur une solution. Expliquer clairement tes idées et ensuite, avec cette base solide, rédiger les US et les faire développer. La phase d'après, c'est de rendre cette structure, ce parcours utilisateur plus vivant, interactif et immersif, comme s'il était déjà fonctionnel. Et grâce aux outils à notre disposition aujourd'hui, c'est très facile. Prototypage interactif et outils. Maintenant, on tient nos écrans. Il faut y ajouter un peu de magie pour faire projeter nos utilisateurs tests. Et comme je disais, il y a des outils efficaces pour simuler des vrais parcours utilisateurs et ce, sur tous les devices, web et mobile. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Il faut tester tes prototypes sur un échantillon d'utilisateurs de ton persona. Le prototype interactif nous aide donc à valider nos parcours, détecter toutes les incompréhensions et récolter des retours précis pour les améliorer. À l'heure où je vous parle, l'outil le plus utilisé, c'est Figma. Il permet non seulement de maqueter des écrans d'une façon vraiment précise, mais aussi de les animer, de les prototyper et de les exploiter sur différents devices. Si vous cherchez une version à moindre coût, vous pouvez toujours faire vos wireframes sur Sketch ou un autre outil graphique, puis les animer avec Marvel App et InVision App. Ces deux outils, en effet, permettent de lier des images entre elles grâce à la définition de zones cliquables que ne feront que amener vers l'image suivante. Là où le prototypage sur Figma heureusement permet des transitions et des effets plus fluides. Mais justement, comment rendre un prototype vivant? Eh bien, il faut le rapprocher le plus possible de celle que sera le touch and feel de l'application finale. On va en effet essayer de donner à notre produit un supplément d'âme qui fera toute la différence. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste un enchaînement d'écrans cliquables, mais une expérience crédible, fluide et engageante. Il faut donc ajouter des interactions qui simulent la réalité. Ajouter des transitions entre les écrans, des overstates. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu passes la souris sur un bouton? Des animations simples, par exemple, un petit bounce au clic. C'est pas pour faire joli, c'est pour faire comprendre à l'utilisateur ce qui se passe. Il faut utiliser du contenu réaliste.
Les lorem ipsum, c'est très pratique pour remplir rapidement un textbox en face de wireframe. Mais quand on passe au test utilisateur, il vaut mieux utiliser des vrais noms, des vrais produits, des vraies images, des vrais wordings. Parce que grâce à ça, ton utilisateur pourra mieux se repérer dans l'action qu'on lui demande. Un test utilisateur avec du faux contenu, qu'est-ce que ça donne? Des faux retours. Il est important aussi de tester sur des vrais supports, desktop, mobile, tablette. Tester donc les vraies gestures qui vont avec l'expérience utilisateur. Est-ce que dans ce carrousel, on swipe de droite vers gauche ou il y a des boutons de côté pour naviguer entre les éléments? Heureusement, avec Figma, par exemple, les prototypes sont exportables avec un simple lien et testables sur une interface mobile. Il faut aussi soigner la cohérence visuelle. Car un vrai prototype, c'est pas seulement beau, c'est cohérent, c'est homogène. La couleur, les typographies, la taille de boutons doivent respirer une même logique. Pour utiliser une grille, aligner les éléments, garder une hiérarchie visuelle claire. Et idéalement, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, utiliser un design system qui permet d'automatiser pas mal de choses dans ce domaine. On peut s'inspirer par exemple du Google Material Design. Maintenant qu'on a notre prototype interactif et crédible, il reste une petite cerise sur le gâteau. Lui donner une identité forte, une vraie personnalité de marque, créer un univers visuel et une identité produit forte. Un prototype qui fonctionne, c'est bien. Un prototype qui raconte une histoire, qui dégage une personnalité, qui donne envie à l'utilisateur, c'est encore mieux. C'est là qu'entre en jeu l'univers visuel. On vient de parler de design system. En effet, tout au long de ton application, de ton site web, ou même de l'agrégation de tes sites internet et tes applications mobiles, il vaut mieux avoir une charte claire. Il y a des chartes éditoriales qui norment la façon dont tu t'adresses à ton utilisateur, vouvoiement, tutoiement, parler à l'infinitif, parler au présent indicatif. Mais là, ce qui nous intéresse encore plus, c'est des chartes visuelles. Dans ton système, tu vas bien entendu définir un certain nombre d'éléments qui sont les mêmes tout au long de l'expérience et sur lesquels tu t'appuies pour construire ton interface. Les 4 piliers sont bien entendu les couleurs. Avoir une couleur principale, une secondaire et une tertiaire. Il paraît que la bonne proportion de couleurs, ça soit plutôt 60 primary, 30 secondary et 10% couleurs tertiaires, mais je ne suis pas graphiste et je vous laisse commenter sur ça. La typographie, une seule fonte bien lisible, avec quelques niveaux hiérarchiques pour distinguer les gros titres, les sous-titres, le texte normal, les icônes et illustrations. Avoir une bibliothèque globale d'icônes, tous avec la même épaisseur des traits, tous avec les mêmes proportions, etc. Les images d'illustration, avoir une bibliothèque qui colle à une ligne éditoriale, avec lequel illustrer les idées que l'on propose avec le texte. Ce qui est bien dans le design system, c'est qu'il peut évoluer tout au long du projet. Et dans les outils plus avancés, comme par exemple Figma, si tu construis bien ton design system et que tu construis tes maquettes en partant de celui-ci, en y faisant référence, quand tu changeras un élément dans le design system, celui-ci va automatiquement se répercuter sur l'ensemble des écrans que tu as déjà maquettés. Ça te permettra un gain de temps infini. Bon, on a couvert pas mal de terrain dans le prototypage aujourd'hui. Tu as vu comment transformer une simple intuition en prototype testable, sans coder et surtout avec de la vraie valeur pour ton utilisateur. Un récap express. On a cadré le besoin utilisateur avec les bons outils, on a généré des idées et formulé des hypothèses claires et on a transformé ces idées en prototypes sur papier, puis digital, puis interactif. On l'a enrichi pour qu'il soit cohérent, crédible et immersif, avec un visuel aligné. Et surtout, ce prototype, il est là pour être challengé. Déjà en interne, mais surtout avec les tests utilisateurs, avec des vrais personas. Il n'est pas parfait et il n'a pas besoin de l'être. Il a juste besoin d'être assez bon pour être compris, testé et amélioré. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va parler du test utilisateur, du protocole, pourquoi c'est important et comment essayer de réaliser un test utilisateur qui soit vraiment pertinent. Si ces sujets t'intéressent, je t'invite encore une fois à t'abonner et à activer la cloche, comme ça tu seras mieux au courant des prochaines sorties. N'oublie pas de liker et laisser un commentaire pour me donner ton avis, tes idées, aussi de vidéos, tes remarques sur les choses que j'ai dites. Et nous, on se voit très rapidement pour la suite. Merci beaucoup. Ciao.